En RD Congo, Moïse Katumbi est rentré ce lundi au pays, 3 ans jour pour jour après son départ pour l'exil, dans l'Alliance populaire dans son fief de Lubumbashi. Mais qui est Moïse Katumbi? Élément de réponse dans ce journal. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma a plaidé ce lundi devant la justice et ses partisans pour l'abandon des accusations de corruption. Il dénonce une chasse aux sorcières lancée il y a 20 ans. Une usine crée la polémique à Tiaroy, près de Dakar, capitale du Sénégal. Les habitants se plaignent de déchets toxiques abandonnés sur le site et accusent la société d'y mener des activités clandestines. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, Moïse Katumbi est rentré ce lundi au pays, 3 ans jour pour jour, après son départ pour l'exil, en pleine tourmente judiciaire sous la pression de l'ancien régime du président Joseph Kabila. Il a été accueilli par une immense foule dans son fief de Lubumbashi. Mais qui est Moïse Katumbi? Que représente-t-il en République démocratique du Congo? Élément de réponse à travers cet élément. Né le 28 décembre 1964 à Kachobwe, au sein de l'ethnie Bemba, en République démocratique du Congo, Moïse Katumbi Chapwe est un riche homme d'affaires et un homme politique. Allié puis adversaire de l'ex-président congolais Joseph Kabila, il a été gouverneur de la province du Katanga de février 2007 au 29 septembre 2015, date à laquelle il démissionne du gouvernorat et du PPRD, formation politique alors au pouvoir. Tombé en disgrâce, Moïse Katumbi intègre ensuite l'opposition. Commencent pour lui des ennuis politiques et judiciaires qui vont l'obliger à prendre le chemin de l'exil qui le conduira en Belgique. Ces ennuis judiciaires vont se solder en juin 2016 par une condamnation à 3 ans de prison et à une amende d'$1 million américains avec mandat de prise de corps dans une affaire de spoliation immobilière qu'il a toujours contestée. Moïse Katumbi avait tenté en vain de revenir en août 2018 pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle. Il apportera finalement son soutien à Martin Fayoulou, candidat de la coalition Lamouka qu'ils ont fondée avec l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba. En 2015, Moïse Katumbi était décrit comme le 2e homme le plus puissant en République démocratique du Congo après le président Joseph Kabila par l'hebdomadaire anglaise et Economist. Depuis 1997, il est le président du tout-puissant Mazembe, club de football congolais, sacré 5 fois champion d'Afrique et finaliste de la Coupe du monde des clubs en 2010. Moïse Katumbi est donc de retour en République démocratique du Congo. Depuis hier lundi, quelques heures après sa descente, l'opposant politique congolais a fait une déclaration devant la presse dans son fief de Lubumbashi. À l'occasion, l'homme a dit être revenu au bercail pour défendre la Constitution et former une opposition exigeante. On l'écoute. Vous savez, l'exil forcé, c'est très difficile. Et si vous n'avez rien fait, je sais, retourner, c'est un risque. Il y a des gens qui m'ont appelé et qui m'ont dit « il ne fallait pas rentrer, M. Katumbi, vous serez assassiné ou quoi ?» Je n'ai peur de personne. Le plus important pour moi, j'étais gouverneur. J'étais le seul chauffeur. Aujourd'hui, il y a un gouvernement qui est là. Il faut qu'on leur donne la chance. Parce que nous serons une opposition exigeante. Ils veulent toucher à la Constitution, aller au suffrage indirect. Pour la présidentielle. Pour la présidentielle. Et nous ne serons jamais d'accord. La population congolaise, elle est là, elle veille. Je demande aussi à la communauté internationale, n'oubliez pas le Congo. Nous sommes un grand pays, nous avons besoin de tout le monde aujourd'hui. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma a plaidé ce lundi devant la justice et ses partisans pour l'abandon des accusations de corruption. Il dénonce une chasse aux sorcières lancée il y a 20 ans dans une rocambolesque affaire de vente d'armes. Reportage. Énième épisode de ce feuilleton politico-judiciaire à rebondissement, la Haute Cour de Pietermaritzburg a commencé à entendre ce lundi les arguments des avocats de Jacob Zuma qui ont dénoncé le lynchage de leurs clients.
Je vais essayer de persuader tous ceux qui ont détesté cet homme sans penser une seule fois à ce qu'ils savent de lui et à ce que notre système devrait lui faire. Le point de vue fondamental qui a déjà été présenté est donc que l'autorité nationale chargée des poursuites commet une grave violation du processus constitutionnel, ce qui ne peut que justifier la conclusion que ce comportement est inconstitutionnel, mais aussi que le recours approprié pour ce comportement inconstitutionnel est une demande de sursis permanent et donc une ordonnance accordant un sursis permanent de poursuite. L'ancien chef de l'État sud-africain est soupçonné d'avoir touché pour 4 millions de rand, soit 260 000 € au cours actuel de pot de vin du groupe français de défense Thales à la faveur d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros conclu en 1999. Les deux parties ont toujours nié ces allégations. À l'époque des faits, Jacob Zuma était ministre de sa province du KwaZulu-Natal avant de devenir vice-président du Congrès national africain ANC au pouvoir, puis du pays de 1999 à 2005. À l'issue de l'audience ce lundi, il a résumé la plaidoirie de ses conseils en affirmant qu'il était temps d'abandonner les charges qui pèsent sur lui depuis au moins 2003. Beaucoup de choses se sont si mal passées et les droits de Zuma ont été gravement violés. Nous avons aussi de nombreuses preuves pour le prouver. Les débats doivent se poursuivre jusqu'à vendredi prochain devant le tribunal qui décidera à une date encore à déterminer de continuer ou d'arrêter le procès de Jacob Zuma. Pendant ce temps, les chefs de la contestation au Soudan ont annoncé ce mardi leur intention d'organiser à une date indéterminée une grève générale. Ceci après l'impasse dans les négociations avec les militaires au pouvoir sur la transition politique. Acteur clé de l'Alliance pour la liberté et le changement ALC, fer de lance du mouvement de protestation déclenché en décembre 2018, la SPA a qualifié cette grève de devoir révolutionnaire, appelant les manifestants à la désobéissance civile. La désobéissance civile dont on parle, ce n'est pas s'asseoir dans des maisons, mais c'est un arrêt complet de la vie du pays. Il y a trop de procrastination de la part du Conseil militaire. Nous n'abandonnerons pas notre demande pour un gouvernement civil. Je me sens très tendu parce que les négociations se sont arrêtées et je ne parle pas seulement pour moi, mais ici, tout le monde est dans une position inconfortable à cause de la procrastination pour aucune raison apparente. Depuis le 6 avril, des milliers de Soudanais participent à un sit-in devant le QG de l'armée pour réclamer le transfert du pouvoir aux civils. La poursuite de ce mouvement est une garantie fondamentale pour réaliser les objectifs de la révolution, a ajouté la SPA. Il semble que le Conseil militaire est intransigeant à propos du pourcentage de représentants civils dans le Conseil souverain. Nous travaillons avec l'Alliance pour la liberté et le changement. Si la solution est la désobéissance civile, nous ferons ça. Nous continuerons le sit-in devant le QG de l'armée jusqu'à ce qu'ils répondent à nos demandes et s'il y a de la procrastination, nous ferons de la désobéissance civile. Le sang des martyrs, tués dans toute la capitale, n'aura pas coulé en vain. Malgré les désaccords, les deux camps ont annoncé dans un communiqué commun, après les dernières discussions, qu'ils souhaitaient poursuivre le dialogue pour parvenir à un accord répondant aux aspirations du peuple soudanais. La prévention de l'extrémisme violent est au cœur d'un atelier régional qui réunit à Ouagadougou les experts des pays membres du Conseil de l'Entente, le Mali et le Ghana. L'objectif est de réfléchir sur les voies et moyens pour établir un dialogue permanent et constructif afin d'empêcher ou de désamorcer les processus de radicalisation. Plus de précisions avec notre correspondant sur place, Claude Romba. L'enlèvement d'otages français tout récemment au Bénin fait craindre une possible propagation de l'extrémisme violent et montre bien qu'aucun État du Conseil de l'Entente ne se sent à l'abri des attaques extrémistes. C'est pourquoi le secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente mène la réflexion afin de trouver les voies et moyens pour établir un espace de dialogue permanent et constructif capable de désamorcer les processus de radicalisation. L'instrumentalisation ou la mauvaise interprétation sciemment entretenue
de la culture, celle de la religion, l'ignorance, l'intolérance, le refus de l'altérité, la haine de l'autre sont entre autres les mots qu'il nous faut absolument combattre. Pendant 72 heures, ces experts venus du Bénin, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo, mais également du Ghana et du Mali, tous issus d'acteurs gouvernementaux, sécuritaires, de la société civile et des experts-chercheurs, vont partager leur expérience et réfléchir sur des moyens de préservation de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Une démarche soutenue par le département fédéral des affaires étrangères de la Suisse. Mon pays s'y engage à vos côtés afin que les dures réalités de la violence ne soient plus les seules perspectives qui s'offrent, en particulier à une jeunesse qui ne demande qu'à construire son avenir, ici, maintenant et autrement. Rappelons que cet atelier régional de Ouagadougou fait suite à la rencontre d'Abidjan en 2018 qui avait déjà jeté les bases sur la prévention de l'extrémisme violent dans l'espace entente. Je l'annonçais en titre, une usine qui continue de polluer l'air et donc la santé des populations environnantes. La scène se déroule à Tiaroy, près de Dakar, la capitale du Sénégal. Pourtant fermée, les habitants soutiennent qu'en plus d'y avoir laissé des déchets toxiques, les anciens propriétaires continueraient à y mener des activités clandestines. Cher Berthe, notre correspondant s'est rendu sur les lieux. Voici son reportage. Dans le quartier de Tiaroy, près de Dakar, Moussa Badi et ses amis sont remontés contre l'usine Senchim. Cela fait plus de 4 ans que l'usine est officiellement fermée, mais derrière elle, elle a laissé ses fuites de déchets toxiques à ciel ouvert, plus de 500 tonnes. Conséquence, l'air est irrespirable dans les quartiers. On est sous le toit d'une maison et nous le constatons. L'usine est tout près de nous et nous subissons ces émanations. L'air est pollué, on n'arrive pas à respirer correctement. Et ça, les populations le vivent depuis plus de 15 ans. Marianne Silla habite depuis plus de 30 ans à quelques mètres de l'usine. Et voilà qu'elle paye aujourd'hui les frais. Parler est devenu un calvaire pour elle. Problème respiratoire, elle a même subi une opération de son larynx. C'est 6 000 qu'on est en train de travailler là-bas. C'est lui qui m'a fait ça. Moi, je ménage. Avant, je ne sais pas maintenant comme ça. J'ai vieilli vite à cause de cette maladie. Taïbou Fall habite également le quartier. En 10 ans, il a vu d'éminentes personnalités déserter les petits villages car ils n'en pouvaient plus de respirer l'air pollué. D'autres lassés ont préféré louer leur habitation pourtant acquise à prix d'or, à l'image de cet immeuble. Malgré cela, Taïbou jure qu'ils ne quitteront pas les lieux. Donc, je ne vous le cache pas, chacun pense partir. Mais il est plus... Quand on est dans nos droits, nous préférons revendiquer nos droits et mener la lutte jusqu'à la fin. Parce que même si nous partons, le problème reste constant. Il faudrait qu'il y ait des gens qui puissent mener la lutte pour que ça se tombe. Il y a 2 ans, un arrêté du ministre de l'Environnement avait ordonné la fermeture immédiate de l'usine et enjoint à son propriétaire, les industries chimiques du Sénégal, de procéder à la remise immédiate et totale des lieux à son état initial. Mais cela semble ne pas être suivi d'effet, une situation qui attise encore la colère des riverains qui soutiennent que l'usine continue de faire des activités clandestines sur les lieux. Et ce sera tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.